Le journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI est un récit poignant rédigé par Jean-Baptiste Cléry, le fidèle valet de chambre du roi déchu. Ce texte nous plonge au cœur de la captivité de Louis XVI et de sa famille, relatant les événements quotidiens, les souffrances, les humiliations et les derniers moments passés dans la tour du Temple. Cléry décrit avec minutie la vie austère et surveillée de la famille royale, leurs interactions avec les gardes municipaux, les rares instants de tendresse partagés entre eux, ainsi que les stratagèmes employés pour maintenir un lien avec le monde extérieur. Ce témoignage, empli d'émotions et de détails historiques, offre un regard intime sur les épreuves de la famille royale, dressant un tableau humain et tragique de la fin de l'Ancien Régime. Ce document est une retranscription de la version originale disponible dans sa version intégrale. Elle a demandé un travail minutieux et bien que j'ai cherché à respecter au mieux le texte original, quelques légères imperfections en matière de ponctuation ou de vocabulaire peuvent subsister. Il est important de noter que ce texte est aujourd'hui libre de droit, ce qui permet de le partager pour tous ceux qui souhaitent plonger dans ce témoignage historique unique. Voici la première partie de cet inestimable texte. C'est parti, bonne écoute. J'ai servi pendant 5 mois le roi et son auguste famille dans la tour du Temple, et malgré la surveillance des officiers municipaux qui en étaient les gardiens, j'ai pu cependant, soit par écrit, soit par d'autres moyens, prendre quelques notes sur les principaux événements qui se sont passés à l'intérieur de cette prison. En classant ces notes en forme de journal, mon intention est plutôt de fournir des matériaux à ceux qui écriront l'histoire de la fin malheureuse de l'infortuné Louis XVI que de composer moi-même des mémoires. Je n'en ai ni le talent, ni la prétention. Seul témoin continuel des traitements injurieux qu'on a fait souffrir au roi et à sa famille, je puis seul les écrire et en attester l'exacte vérité. Je me bornerai donc à présenter les faits dans tous leurs détails, avec simplicité, sans aucune réflexion et sans partialité. Quoique attaché depuis l'année 1782 à la famille royale et témoin par la nature de mon service des événements les plus désastreux pendant le cours de la Révolution, ce serait sortir de mon sujet que de les décrire. Ils sont pour la plupart recueillis dans différents ouvrages. Je commencerai donc ce journal à l'époque du 10 août 1792, jour affreux où quelques hommes renversèrent un trône de 14 siècles, mirent leur roi dans les fers et précipitèrent la France dans un abîme de malheur. J'étais de service auprès de monsieur le Dauphin à l'époque du 10 août. Dès le matin du 9, l'agitation des esprits était extrême. Des groupes se formèrent dans tout Paris, et l'on apprit avec certitude aux Tuileries le plan des conjurés. Le tocsin devait sonner à minuit dans toute la ville, et les Marseillais, réunis aux habitants du faubourg Saint-Antoine, devaient aussitôt marcher pour assiéger le château. Retenu par mes fonctions dans l'appartement du jeune prince et auprès de sa personne, je n'ai connu qu'en partie ce qui s'est passé à l'extérieur. Je ne rendrai compte que des événements dont j'ai été témoin pendant cette journée où l'on vit tant de scènes différentes, même dans le palais. Le 9 au soir, à 8h30, après avoir fait le coucher de monsieur le Dauphin, je sortis des Tuileries pour chercher à connaître l'opinion publique. Les cours du château étaient remplis d'environ 8000 gardes nationaux de différentes sections, disposés à défendre le roi. J'allais au palais royal, dont je trouvais presque toutes les issues fermées. Des gardes nationaux y étaient sous les armes, prêts à marcher aux Tuileries pour soutenir les bataillons qui les avaient précédés. Mais une populace agitée par les factieux remplissait les rues voisines, et ses clameurs retentissaient de toutes parts. Je rentrai au château vers 11h par les appartements du roi. Les personnes de sa cour et celles de son service s'y rassemblaient avec inquiétude. Je passai dans l'appartement de monsieur le Dauphin, d'où un instant après, j'entendis sonner le tocsin et battre la générale dans tous les quartiers de Paris. Je restai dans le salon jusqu'à 5h du matin avec madame de Saint-Brice, femme de chambre du jeune prince. À 6h, le roi descendit dans les cours du château et passa en revue les gardes nationaux et les Suisses qui jurèrent de le défendre. La reine et ses enfants suivaient le roi. On entendit dans les rangs
quelques voix séditieuses. Elles furent bientôt étouffées par les cris 1000 fois répétés de « Vive le roi !»« Vive la nation !» L'attaque des Tuileries ne paraissant pas encore prochaine, je sortis une seconde fois et suivis les quais jusqu'au Pont-Neuf. Je rencontrai partout des rassemblements de gens armés, dont les mauvaises intentions n'étaient pas douteuses. Ils portaient des pics, des fourches, des haches, des croissants. Le bataillon des Marseillais marchait dans le plus grand ordre avec ses canons, mèches allumées. Il invitait le peuple à le suivre pour l'aider, disait-il, à faire déloger le tyran et proclamer sa déchéance à l'Assemblée nationale. Trop certain de ce qui allait se passer, mais ne consultant que mon devoir, je devançai ce bataillon et regagnai aussitôt les Tuileries. Un corps nombreux de gardes nationaux en sortait en désordre par la porte du jardin vis-à-vis le Pont-Royal. La douleur était peinte sur le visage de la plupart d'entre eux. Plusieurs disaient « Nous avons juré ce matin de défendre le roi, et au moment où il court le plus grand danger, nous l'abandonnons. » Les autres, du parti des conspirateurs, injuriaient, menaçaient leurs camarades et les forçaient à s'éloigner. Les bons se laissèrent ainsi dominer par les séditieux, et cette faiblesse coupable, qui jusque-là avait produit tous les maux de la Révolution, fut encore le commencement des malheurs de cette journée. Après bien des tentatives pour pénétrer dans le palais, je fus reconnu par le Suisse d'une des portes, et je parvins à entrer. J'allai sur-le-champ à l'appartement du roi, et je priai quelqu'un de son service d'informer Sa Majesté de tout ce que j'avais vu et entendu. À 7 heures, les inquiétudes augmentèrent par la lâcheté de plusieurs bataillons qui abandonnaient successivement les Tuileries. Ceux des gardes nationaux, qui restaient à leur poste, au nombre de 400 ou 500, montrèrent autant de fidélité que de courage. Ils furent placés indistinctement avec les Suisses dans l'intérieur du palais, aux différents escaliers et à toutes les issues. Ces troupes avaient passé la nuit sans prendre aucune nourriture. Je m'empressai, avec d'autres serviteurs du roi, de leur porter du pain et du vin en les encourageant à ne point abandonner la famille royale. Ce fut alors que le roi donna le commandement de l'intérieur de son palais à monsieur le maréchal de Mailly, le duc du Châtelet, le comte de Puységur, le baron de Vioménil, le comte d'Hervilly, le marquis du Puget, etc. Les personnes de la cour et du service furent distribuées dans différentes salles après avoir juré de défendre jusqu'à la mort la personne du roi. Nous étions environ 300 ou 400, mais sans autres armes que des épées ou des pistolets. À 8 heures, le danger devint plus pressant. L'Assemblée législative tenait ses séances dans le bâtiment du manège, donnant sur le jardin des Tuileries. Le roi lui avait adressé plusieurs messages pour lui faire part de la position où il se trouvait et l'inviter à nommer une députation qui l'aidât de ses conseils. L'Assemblée, quoique l'attaque du château se préparât sous ses yeux, n'avait fait aucune réponse. Quelques instants après, on vit entrer le département de Paris et plusieurs municipaux, ayant à leur tête Roederer, alors procureur général syndic. Roederer, sans doute d'accord avec les conjurés, engagea vivement Sa Majesté à se rendre avec sa famille à l'Assemblée. Il assura que le roi ne pouvait plus compter sur la garde nationale et que, s'il restait dans son palais, ni le département ni la municipalité de Paris ne répondaient plus de sa sûreté. Le roi l'écouta sans émotion. Il rentra dans sa chambre avec la reine, les ministres et un petit nombre de personnes, et bientôt après, il en sortit pour se rendre avec sa famille à l'Assemblée. Il était entouré d'un détachement de Suisses et de gardes nationaux. De toutes les personnes du service, Madame la princesse de Lamballe et Madame la marquise de Tourzel, gouvernante des enfants de France, eurent seules la permission de suivre la famille royale. Madame de Tourzel, pour ne pas quitter le jeune prince, fut obligée de laisser aux Tuileries mademoiselle sa fille, âgée de 17 ans, au milieu des soldats. Il était alors près de 9 heures. Forcé de rester dans les appartements, j'attendais avec terreur la suite de la démarche du roi. J'étais aux fenêtres qui donnent sur le jardin. Il y avait déjà une demi-heure que la famille royale était à l'Assemblée, lorsque je vis sur la terrasse des feuillants 4 têtes placées sur des piques, que l'on portait du côté du lieu des séances du corps législatif. Ce fut là, je crois,
le signal de l'attaque du château, car au même instant, un feu terrible de canons et de mousqueterie se fit entendre. Les balles et les boulets criblaient le palais. Le roi n'y étant plus, chacun ne s'occupa que de sa propre sûreté. Mais toutes les issues étaient de fermées, et une mort certaine nous attendait. Je courus de toutes parts. Déjà les appartements et les escaliers étaient jonchés de morts. Je me décidai à sauter sur la terrasse par une des fenêtres de l'appartement de la reine. Je traversai rapidement le parterre pour gagner le pont tournant. Un groupe de Suisses, qui m'avait précédé, se ralliait sous les arbres. Placé entre deux feux, je revins sur mes pas pour gagner l'escalier neuf de la terrasse du bord de l'eau. Je voulus sauter sur le quai, mais le feu continuel qui partait du pont royal m'en empêcha. Je m'avançai du même côté jusqu'à la porte du jardin de Monsieur le Dauphin. Là, des Marseillais qui venaient de massacrer plusieurs Suisses les dépouillaient. L'un d'eux vint vers moi, une épée sanglante à la main. « Comment, citoyen, me dit-il, tu es sans armes. Prends cette épée, aide-nous à tuer. » Un autre Marseillais s'en empara. J'étais en effet sans armes et vêtu d'un simple frac. Si quelque chose avait indiqué que j'étais de service au château, je n'aurais pas échappé. Quelques Suisses poursuivis se réfugièrent dans une écurie peu distante de là. Moi-même, je m'y cachai. Ces Suisses furent bientôt massacrés à mes côtés. Au cri de ces malheureuses victimes, le maître de la maison, M. Ledreux, accourut. Je profitai de cet instant pour entrer chez lui, et sans me connaître, M. Ledreux et sa femme m'engagèrent à rester jusqu'à ce que le danger fût passé. J'avais dans ma poche quelques lettres, des journaux à l'adresse du prince royal et une carte d'entrée aux Tuileries sur laquelle était écrit mon nom et la nature de mon service. Ces papiers auraient pu me faire reconnaître, j'eus à peine le temps de les jeter. Aussitôt, une troupe armée vint visiter la maison pour s'assurer si des Suisses n'y étaient point cachés. Monsieur Ledreux me dit de faire semblant de travailler à des dessins placés sur une grande table. Après une recherche inutile, ces hommes, les mains teintes de sang, s'arrêtèrent pour raconter froidement leurs assassinats. Je restai dans cet asile depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir, ayant sous les yeux le spectacle des horreurs qui se commettaient sur la place Louis XV. Des hommes assassinaient, d'autres coupèrent la tête des cadavres, des femmes, oubliant toute pudeur, les mutilaient, en arrachèrent des lambeaux et les portaient en triomphe. Pendant cet intervalle, Madame de Rambaud, femme de chambre de Monsieur le Dauphin, qui n'avait échappé qu'avec peine au massacre des Tuileries, vint aussi se réfugier dans cette maison. Quelques signes que nous nous fîmes nous engagèrent au silence. Les fils de nos hôtes, qui dans ce moment arrivèrent de l'Assemblée nationale, nous apprirent que le roi, suspendu de ses fonctions, était gardé à vue avec la famille royale dans la loge du rédacteur du logographe et qu'il était impossible d'approcher de sa personne. Je résolus alors d'aller retrouver ma femme et mes enfants dans une maison de campagne à 5 lieues de Paris, que j'habitais depuis plus de 2 ans, mais les barrières étaient fermées et je ne devais pas abandonner Madame de Rambaud. Nous convînmes de prendre la route de Versailles où elle demeurait. Les fils de nos hôtes nous accompagnèrent. Nous traversâmes le pont de Louis XVI, couvert de cadavres nus, déjà putréfiés par la grande chaleur, et, après bien des dangers, nous sortîmes de Paris par une brèche qui n'était point gardée. Dans la plaine de Grenelle, nous fûmes rencontrés par des paysans à cheval qui crièrent de loin en nous menaçant de leurs armes. « Arrête, ou la mort !» L'un d'eux, me prenant pour un garde du roi, me coucha en joue et allait tirer sur moi lorsqu'un autre proposa de nous conduire à la municipalité de Vaugirard. « Il y en a déjà une vingtaine, disait-il, la bâtisse sera plus grand. » Arrivés à la municipalité, nos hôtes furent reconnus. Le maire m'interrogea. « Pourquoi, dans le danger de la patrie, n'es-tu pas à ton poste? Pourquoi quittes-tu Paris? Cela annonce de mauvaises intentions. »« Oui, oui, cria la populace. En prison, les aristocrates, en prison. C'est précisément, répondis-je, parce que je voulais me rendre à mon poste, que vous m'avez rencontré sur la route de Versailles où je demeure. C'est là qu'est mon poste, comme c'est ici le vôtre. » On interrogea aussi Madame de Rambaud. Nos hôtes assurèrent que nous disions la vérité et l'on nous délivra des passeports.
Je dois rendre grâce à la Providence de n'avoir pas été conduit à la prison de Vaugirard. On venait d'y enfermer 22 gardes du roi, que l'on conduisit ensuite à l'abbaye, où ils furent massacrés le 2 septembre suivant. De Vaugirard à Versailles, des patrouilles de gens armés nous arrêtèrent à chaque instant pour vérifier nos passeports. Je conduisis Madame de Rambaud chez ses parents et je partis aussitôt pour me rendre au sein de ma famille. La chute que j'avais faite en sautant par une fenêtre des Tuileries, la fatigue d'un voyage de 12 lieues et mes réflexions douloureuses sur les déplorables événements qui venaient de se passer m'accablèrent tellement que j'eus une fièvre très forte. Je gardai le lit pendant 3 jours, mais impatient de savoir le sort du roi, je surmontai mon mal et revins à Paris. Le 13 au soir, j'appris à mon arrivée que la famille royale, après avoir été retenue depuis le 10 au Feuillant, venait d'être conduite au Temple, que le roi avait fait choix pour son service de M. de Chamilly, son premier valet de chambre, et que M. Huet, huissier de la chambre du roi et destiné à la place de premier valet de chambre de M. le Dauphin, devait servir ce jeune prince. Madame la princesse de Lamballe, Madame la marquise de Tourzel et Mademoiselle Pauline de Tourzel avaient accompagné la reine. Les dames Thibaut, Bazire, Navarre et Saint-Brice, femmes de chambre, avaient suivi les 3 princesses et le jeune prince. Je perdis alors tout espoir de continuer mes fonctions auprès de M. le Dauphin, et j'allais retourner à la campagne lorsque, le 6e jour de la détention du roi, je fus informé que l'on avait enlevé dans la nuit toutes les personnes qui étaient dans la tour auprès de la famille royale, et qu'après les avoir interrogées au conseil de la Commune de Paris, on les avait conduites à la prison de la Force, excepté M. Huet, qui fut ramené au Temple pour servir le roi. On chargea Pétion, alors maire de Paris, d'indiquer 2 autres personnes. Instruit de ces dispositions, je résolus de tenter tous les moyens de reprendre mon service auprès du jeune prince. Je me présentai chez Pétion. Il me dit que, faisant partie de la maison du roi, je n'obtiendrai pas l'agrément du conseil général de la commune. Je citai M. Huet, qui venait d'être envoyé par ce même conseil pour servir le roi. Il promit d'appuyer un mémoire que je lui remis. Mais j'observai qu'il était nécessaire, avant tout, qu'il fît part au roi de ma démarche. 2 jours après, il écrivit à sa majesté en ces termes. « Sire, le valet de chambre attaché au prince royal depuis son enfance demande à continuer son service auprès de lui. Comme je crois que cette proposition vous sera agréable, j'ai accédé à son vœu, etc. » Sa majesté répondit par écrit qu'elle m'agréait pour le service de son fils. En conséquence, je fus mené au Temple. On me fouilla, on me donna des avis sur la manière dont on prétendait que je devais me conduire, et le même jour, 26 août, à 8 heures du soir, j'entrai dans la tour. Il me serait difficile de décrire l'impression que fit sur moi la vue de cette auguste et malheureuse famille. Ce fut la reine qui m'adressa la parole, et après des expressions pleines de bonté, « Vous servirez mon fils », ajouta-t-elle, et vous vous concerterez avec M. Huet pour ce qui nous regarde. J'étais tellement oppressé qu'à peine je pus répondre. Pendant le souper, la reine et les princesses, qui depuis 8 jours étaient sans leurs femmes, me demandèrent si je pourrais peigner leurs cheveux. Je répondis que je ferais tout ce qui leur serait agréable. Un officier municipal s'approcha de moi et me dit d'un ton assez haut d'être plus circonspect dans mes réponses. Je fus effrayé de ce début. Les premiers 8 jours que je passai au Temple, je n'eus aucune communication avec l'extérieur. M. Huet était seul chargé de recevoir et de demander les choses nécessaires pour la famille royale. Je la servais indistinctement et conjointement avec lui. Mon service auprès du roi se bornait à le coiffer le matin et à rouler ses cheveux le soir. Je m'aperçus que j'étais sans cesse observé par les officiers municipaux. Un rien leur donnait de l'ombrage. Je me tins sur mes gardes afin d'éviter quelque imprudence qui m'aurait infailliblement perdu. Le 2 septembre, il y eut beaucoup de fermentation autour du temple. Le roi et sa famille descendirent comme à l'ordinaire pour se promener dans le jardin. Un officier municipal qui suivait le roi dit à un de ses collègues « Nous avons mal fait de consentir à les promener cet après-midi. » J'avais remarqué dès le matin l'inquiétude des commissaires. Ils firent rentrer la famille royale avec précipitation.
Mais à peine fut-elle réunie dans la chambre de la reine, que 2 officiers municipaux, qui n'étaient au point de service à la tour, entrèrent, et l'un d'eux, nommé Mathieu, ex-capucin, dit au roi « Vous ignorez, monsieur, ce qui se passe. La patrie est dans le plus grand danger. L'ennemi est entré en Champagne. Le roi de Prusse marche sur Châlons. Vous répondrez de tout le mal qui peut en résulter. Nous savons que nous, nos femmes, nos enfants, périront. Mais le peuple sera vengé. Vous mourrez avant nous. Cependant, il en est temps encore, et vous pouvez... » « J'ai tout fait pour le peuple, » répondit le roi. « Je n'ai rien à me reprocher. Ce même Mathieu dit à M. Huet, « Le conseil de la commune m'a chargé de vous mettre en état d'arrestation. »« Qui ?» demanda le roi. « C'est votre valet de chambre. » Le roi voulut savoir de quel crime on l'accusait, mais il ne put rien apprendre, ce qui lui donna des inquiétudes sur son sort, et il le recommanda avec intérêt aux 2 officiers municipaux. On mit les scellés en présence de M. Huet sur le petit cabinet qu'il occupait, et il partit à 6 heures du soir, après avoir passé 20 jours au temple. En sortant, Mathieu me dit « Prenez garde à la manière dont vous vous conduirez. Il vous en arriverait autant. » Le roi m'appela un instant après. Il me remit des papiers que M. Huet lui avait rendus et qui contenaient des notes de dépenses. L'air inquiet des municipaux, les clameurs du peuple aux environs de la tour, agitait cruellement son cœur. Après son coucher, le roi me dit de passer la nuit près de lui. Je plaçai un lit à côté de celui de Sa Majesté. Le 3 septembre, en habillant le roi, Sa Majesté me demanda si j'avais appris des nouvelles de M. Huet et si je savais quelque chose des mouvements de Paris. Je répondis que, pendant la nuit, j'avais entendu dire par un municipal que le peuple se portait aux prisons, que j'allais chercher à me procurer d'autres renseignements. « Prenez garde de vous compromettre, » me dit le roi, « car alors nous resterions seuls, et je crains que leur intention ne soit de mettre près de nous des étrangers. » À 11 heures du matin, le roi étant réuni avec sa famille dans la chambre de la reine, un municipal me dit de monter dans celle du roi, où je trouvais Manuel et quelques membres de la commune. Manuel me demanda ce que disait le roi de l'enlèvement de M. Huet. Je lui répondis que Sa Majesté en était inquiète. « Il ne lui arrivera rien, » me dit-il, « mais je suis chargé d'informer le roi qu'il ne reviendra plus et que le conseil le remplacera. Vous pouvez l'en prévenir. » Je le priai de m'en dispenser et j'ajoutai que le roi désirait le voir relativement à plusieurs objets dont la famille royale avait le plus grand besoin. Manuel se détermina avec peine à descendre dans la chambre où était Sa Majesté. Il lui fit part de l'arrêté du conseil de la commune concernant M. Huet et la prévint qu'on enverrait une autre personne. « Je vous remercie, » répondit le roi. « Je me servirai du valet de chambre de mon fils, et si le conseil s'y refuse, je me servirai moi-même. J'y suis résolu. » Le roi lui parla ensuite des besoins de sa famille, qui manquaient de linge et d'autres vêtements. Manuel dit qu'il allait en rendre compte au conseil. Je lui demandai, en le reconduisant, si la fermentation continuait. Il me fit craindre, par ses réponses, que le peuple ne se portât au temple. « Vous vous êtes chargé d'un service difficile, » ajouta-t-il. « Je vous exhorte au courage. » À 1 heure, le roi et sa famille témoignèrent le désir de se promener. On s'y refusa. Pendant le dîner, on entendit le bruit des tambours et bientôt les cris de la populace. La famille royale sortit de table avec inquiétude et se réunit dans la chambre de la reine. Je descendis pour dîner avec Tison et sa femme, employés au service de la tour. Nous étions à peine assis qu'une tête au bout d'une pique fut présentée à la croisée. La femme de Tison jeta un grand cri. Les assassins crurent avoir reconnu la voix de la reine et nous entendîmes le rire effréné de ces barbares. Dans l'idée que Sa Majesté était encore à table, ils avaient placé la victime de manière qu'elle ne pût échapper à ses regards. C'était la tête de Madame la princesse de Lamballe. Quoique sanglante, elle n'était point défigurée. Ses cheveux blonds, encore bouclés, flottaient autour de la pique. Je courus aussitôt vers le roi. La terreur avait tellement altéré mon visage que la reine s'en aperçut. Il était important de lui en cacher la cause. Je voulais seulement avertir le roi ou Madame Élisabeth, mais les 2 municipaux étaient présents. « Pourquoi n'allez-vous pas dîner ?» me dit la reine.
Madame, lui répondis-je, je suis indisposé. Dans ce moment, un municipal entra dans la tour et vint parler avec mystère à ses collègues. Le roi leur demanda si sa famille était en sûreté. On fait courir le bruit, répondirent-ils, que vous et votre famille n'êtes plus dans la tour. On demande que vous paraissiez à la croisée, mais nous ne le souffrirons point. Le peuple doit montrer plus de confiance à ses magistrats. Cependant, les cris du dehors augmentaient. On entendit très distinctement des injures adressées à la reine. Un autre municipal survint, suivi de 4 hommes députés par le peuple, pour s'assurer si la famille royale était dans la tour. L'un d'eux, en habit de garde nationale, portant 2 épaulettes et armé d'un grand sabre, insista pour que les prisonniers se montrassent à la fenêtre. Les municipaux s'y opposèrent. Cet homme dit à la reine, du ton le plus grossier, « On veut vous cacher la tête de la Lamballe que l'on vous apportait pour vous faire voir comment le peuple se venge de ses tyrans. Je vous conseille de paraître si vous ne voulez pas que le peuple monte ici. » À cette menace, la reine tomba évanouie. Je volai à son secours. Madame Élisabeth m'aida à la placer sur un fauteuil. Ses enfants fondaient en larmes et cherchaient, par leurs caresses, à la ranimer. Cet homme ne s'éloignait point. Le roi lui dit avec fermeté, « Nous nous attendons à tout, monsieur, mais vous auriez pu vous dispenser d'apprendre à la reine ce malheur affreux. » Il sortit alors avec ses camarades. Leur but était rempli. La reine, revenue à elle, mêla ses larmes à celles de ses enfants et passa avec la famille royale dans la chambre de Madame Élisabeth, d'où l'on entendait moins les clameurs du peuple. Je restai un instant dans la chambre de la reine et, regardant par la fenêtre à travers les stores, je vis une seconde fois la tête de Madame la princesse de Lamballe. Celui qui la portait était monté sur les décombres des maisons que l'on abattait pour isoler la tour. Un autre, à côté de lui, tenait au bout d'un sabre le cœur tout sanglant de cette infortunée princesse. Ils voulurent forcer la porte de la tour. Un municipal, nommé Daujon, les harangua et j'entendis très distinctement qu'il leur disait « La tête d'Antoinette ne vous appartient pas. Les départements y ont des droits. La France a confié la garde de ces grands coupables à la ville de Paris. C'est à vous de nous aider à les garder jusqu'à ce que la justice nationale venge le peuple. » Ce ne fut qu'après 1 heure de résistance qu'il parvint à les faire éloigner. Le soir de la même journée, un des commissaires me dit que la populace avait tenté de pénétrer avec la députation et de porter dans la tour le corps nu et sanglant de la princesse de Lamballe, qui avait été traînée depuis la prison de la Force jusqu'au temple. Que des municipaux, après avoir lutté contre cette populace, lui avaient opposé pour barrière un ruban tricolore attaché en travers de la principale porte d'entrée. Qu'ils avaient inutilement réclamé du secours de la Commune de Paris, du général Santerre et de l'Assemblée nationale pour arrêter des projets qu'on ne dissimulait pas, et que pendant 6 heures, il avait été incertain si la famille royale ne serait pas massacrée. En effet, la faction n'était pas encore toute puissante. Les chefs, quoique d'accord sur le régicide, ne l'étaient pas sur les moyens de l'exécuter, et l'Assemblée désirait peut-être que d'autres mains que les siennes fussent l'instrument des conspirateurs. Une circonstance assez remarquable, c'est qu'après son récit, le municipal me fit payer 45 sous qu'avait coûté le ruban aux 3 couleurs. À 8 heures du soir, tout était calme aux environs de la tour. Mais la même tranquillité était loin de régner dans Paris, où les massacres continuèrent pendant 4 ou 5 jours. J'eus occasion, en déshabillant le roi, de lui faire part des mouvements que j'avais vus et des détails que j'avais appris. Il me demanda quels étaient ceux des municipaux qui avaient montré le plus de fermeté pour défendre les jours de sa famille. Je lui citai Daujon, qui avait arrêté l'impétuosité du peuple, quoiqu'il ne fût rien moins que porté pour sa majesté. Ce municipal ne revint à la tour que 4 mois après. Le roi, se souvenant de sa conduite, le remercia. Les scènes d'horreur dont je viens de parler ayant été suivies de quelque tranquillité, la famille royale continua le genre de vie uniforme qu'elle avait adopté à son entrée au temple. Pour qu'on en suive plus facilement les détails, je crois devoir placer ici une description de la petite tour où le roi était alors renfermé. Elle était adossée à la grande tour, sans communication intérieure, et formait un carré long flanqué de 2 tourelles.
Dans une de ces tourelles était un petit escalier qui partait du premier étage et conduisait à une galerie sur la plateforme. Dans l'autre se trouvaient des cabinets qui correspondaient à chaque étage de la tour. Le corps de bâtiment avait 4 étages. Le premier était composé d'une antichambre, d'une salle à manger et d'un cabinet pris dans la tourelle où se trouvait une bibliothèque de 12 à 1500 volumes. Le second étage était divisé à peu près de la même manière. La plus grande pièce servait de chambre à coucher à la reine et à monsieur le dauphin. La seconde, séparée de la première par une petite antichambre fort obscure, était occupée par madame Royale et madame Élisabeth. Il fallait traverser cette chambre pour entrer dans le cabinet pris dans la tourelle, et ce cabinet, qui servait de garde-robe à tout ce corps de bâtiment, était commun à la famille royale, aux officiers municipaux et aux soldats. Le roi demeurait au 3e étage et couchait dans la grande pièce. Le cabinet pris dans la tourelle lui servait de cabinet de lecture. À côté, une cuisine était séparée de la chambre du roi par une petite pièce obscure qu'avaient habité M. de Chamilly et Huet et sur laquelle étaient les scellés. Le 4e étage était fermé. Il y avait au rez-de-chaussée des cuisines dont on ne fit aucun usage. Le roi se levait ordinairement à 6 heures du matin. Il se rasait lui-même, je le coiffais et l'habillais. Il passait aussitôt dans son cabinet de lecture. Cette pièce étant très petite, le municipal restait dans la chambre à coucher, la porte entr'ouverte, afin d'avoir toujours les yeux sur le roi. Sa Majesté priait à genoux pendant 5 à 6 minutes, puis lisait jusqu'à 9 heures. Dans cet intervalle, après avoir fait sa chambre et préparé la table pour le déjeuner, je descendais chez la reine. Elle n'ouvrait sa porte qu'à mon arrivée, afin d'empêcher que le municipal n'entrât chez elle. Je faisais les cheveux du jeune prince, j'arrangeais la toilette de la reine, puis je me rendais dans la chambre de madame Royale et de madame Élisabeth. Ce moment de la toilette était un de ceux où je pouvais instruire la reine et les princesses de ce que j'avais appris. Un signe indiquait que j'avais quelque chose à leur dire, et l'une d'elles, causant avec l'officier municipal, détournait son attention. À 9 heures, la reine, ses enfants et madame Élisabeth montaient dans la chambre du roi pour le déjeuner. Après les avoir servis, je faisais les chambres de la reine et des princesses. Tison et sa femme ne m'aidaient que dans ces sortes d'occupations. Ce n'était pas pour le service seulement qu'on les avait placés dans la tour. Un rôle plus important leur avait été confié, c'était d'observer tout ce qui aurait pu échapper à la surveillance des municipaux et de dénoncer les municipaux eux-mêmes. Des crimes à commettre entraient aussi sans doute dans le plan de ceux qui les avaient choisis, car la femme Tison, qui paraissait alors d'un caractère assez doux mais tremblait devant son mari, s'est fait ensuite connaître par une infâme dénonciation contre la reine, à la suite de laquelle elle est tombée dans des accès de folie. Quant à Tison, ancien commis aux barrières, il était un vieillard d'un caractère dur et méchant, incapable d'aucun mouvement de pitié et étranger à tout sentiment d'humanité. À côté de ce qu'il y avait de plus vertueux sur la terre, les conspirateurs avaient voulu placer ce qu'ils avaient trouvé de plus vil. À 10 heures, le roi descendait avec sa famille dans la chambre de la reine et y passait la journée. Il s'occupait de l'éducation de son fils, lui faisait réciter quelques passages de Corneille et de Racine, lui donnait des leçons de géographie et l'exerçait à laver des cartes. L'intelligence prématurée du jeune prince répondait parfaitement aux tendres soins du roi. Sa mémoire était si heureuse que, sur une carte couverte d'une feuille de papier, il indiquait les départements, les districts, les villes et le cours des rivières. C'était la nouvelle géographie de la France que le roi lui montrait. La reine, de son côté, s'occupait de l'éducation de sa fille, et ces différentes leçons duraient jusqu'à 11 heures. Le reste de la matinée se passait à coudre, à tricoter ou à travailler à de la tapisserie. À midi, les 3 princesses se rendaient dans la chambre de madame Élisabeth pour quitter leur robe du matin. Aucun municipal n'entrait avec elles. À 1 heure, lorsque le temps était beau, on faisait descendre la famille royale dans le jardin. 4 officiers municipaux et un chef de légion de la garde nationale l'accompagnaient. Comme il y avait quantité d'ouvriers dans le temple,
employés aux démolitions des maisons et aux constructions des nouveaux murs. On ne donnait pour promenade qu'une partie de l'allée des Marronniers. Il m'était aussi permis de participer à ces promenades, pendant lesquelles je faisais jouer le jeune prince, soit au ballon, au palais, à la course, soit à d'autres jeux d'exercice. À 2 heures, on remontait dans la tour où je servais le dîner, et tous les jours, à la même heure, Santerre, brasseur de bière, commandant général de la garde nationale de Paris, venait au temple, accompagné de 2 aides de camp. Il visitait exactement les différentes pièces. Quelquefois, le roi lui adressait la parole, la reine jamais. Après le repas, la famille royale se rendait dans la chambre de la reine. Leur Majesté faisait assez ordinairement une partie de piquet ou de tric-trac. C'était pendant ce temps que je dînais. À 4 heures, le roi prenait quelques instants de repos, les princesses autour de lui, chacune un livre à la main. Le plus grand silence régnait pendant ce sommeil. Quel spectacle! Un roi poursuivi par la haine et la calomnie, tombé du trône dans les fers, mais soutenu par sa conscience et dormant paisiblement du sommeil du juste. Son épouse, ses enfants, sa sœur, contemplant avec respect ces traits augustes, dont le malheur semblait encore augmenter la sérénité, et sur lesquels on pouvait lire d'avance le bonheur dont il jouit aujourd'hui. Non, ce spectacle ne s'effacera jamais de mon souvenir. Au réveil du roi, on reprenait la conversation. Ce prince me faisait asseoir auprès de lui. Je donnais sous ses yeux des leçons d'écriture à son fils, et d'après ses indications, je copiais des exemples dans les œuvres de Montesquieu et d'autres auteurs célèbres. Après cette leçon, je conduisais le jeune prince dans la chambre de Madame Élisabeth, où je le faisais jouer à la balle et au volant. À la fin du jour, la famille royale se plaçait autour d'une table. La reine faisait à haute voix une lecture de livres d'histoire ou de quelques ouvrages bien choisis, propres à instruire et à amuser ses enfants, mais dans lesquels des rapprochements imprévus avec sa situation se présentaient souvent et donnaient lieu à des idées bien douloureuses. Madame Élisabeth lisait à son tour, et cette lecture durait jusqu'à 8 heures. Je servais ensuite le souper du jeune prince dans la chambre de Madame Élisabeth. La famille royale y assistait. Le roi se plaisait à y donner quelques distractions à ses enfants en leur faisant deviner des énigmes tirées d'une collection de Mercure de France qu'il avait trouvée dans la bibliothèque. Après le souper de Monsieur le Dauphin, je le déshabillais. C'était la reine qui lui faisait réciter ses prières. Il en faisait une particulière pour Madame la princesse de Lamballe, et par une autre, il demandait à Dieu de protéger les jours de Madame la marquise de Tourzel, sa gouvernante. Lorsque les municipaux étaient trop près, ce jeune prince avait de lui-même la précaution de dire ces 2 dernières prières à voix basse. Je le faisais passer ensuite dans le cabinet, et si j'avais quelque chose à apprendre à la reine, je saisissais cet instant. Je l'instruisais du contenu des journaux. On n'en laissait arriver aucun dans la tour, mais un crieur envoyé exprès venait tous les soirs à 7 heures, s'approchait près du mur du côté de la rotonde dans l'enclos du temple et criait à plusieurs reprises le précis de tout ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, à la Commune et aux armées. C'était dans le cabinet du roi que je me plaçais pour l'écouter, et là, dans le silence, il m'était facile de retenir tout ce que j'entendais. À 9 heures, le roi soupait. La reine et Madame Élisabeth restaient alternativement auprès de Monsieur le Dauphin pendant ce repas. Je leur portais ce qu'elles désiraient du souper. C'était encore un des instants où je pouvais leur parler sans témoin. Après le souper, le roi remontait un instant dans la chambre de la reine, lui donnait la main en signe d'adieu, ainsi qu'à sa sœur, et recevait les embrassements de ses enfants. Il allait dans sa chambre, se retirait dans son cabinet, et y lisait jusqu'à minuit. La reine et les princesses se renfermaient chez elles. Un des municipaux restait dans la petite pièce qui séparait leurs chambres et y passait la nuit. L'autre suivait Sa Majesté. Je plaçais alors mon lit près de celui du roi. Mais Sa Majesté attendait pour se coucher que le nouveau municipal fût monté, afin de savoir qui il était. Et si elle ne l'avait pas encore vu, elle me chargeait de demander son nom. Les municipaux étaient relevés à 11 heures du matin, à 5 heures du soir et à minuit. Ce genre de vie
dura tout le temps que le roi resta dans la petite tour, jusqu'au 30 septembre. Je reprends l'ordre des faits. Le 4 septembre, le secrétaire de Pétion vint à la tour pour remettre au roi une somme de 2000 livres en assignat. Il exigea du roi une quittance. Sa Majesté lui recommanda de rendre à M. Huet une somme de 526 livres qu'il avait avancée pour son service. Il le lui promit. Cette somme de 2000 livres est la seule qui ait été payée, quoique l'Assemblée législative eût destiné 500 000 livres aux dépenses de Sa Majesté dans la tour du Temple, mais avant qu'elle eût prévu sans doute les véritables projets de ses chefs ou qu'elle eût osé s'y associer. 2 jours après, Madame Élisabeth me fit rassembler quelques petits effets appartenant à la princesse de Lamballe qu'elle avait laissés à la tour lorsqu'elle en fut enlevée. J'en fis un paquet que j'adressai avec une lettre à sa première femme de chambre. J'ai su depuis que ni le paquet ni la lettre ne lui étaient parvenus. À cette époque, le caractère de la plupart des municipaux qu'on choisissait pour venir au Temple indiquait de quelle espèce d'homme on s'était servi pour la Révolution du 10 août et pour les massacres du 2 septembre. Un municipal nommé James, maître de langue anglaise, voulut un jour suivre le roi dans son cabinet de lecture et s'assit à côté de lui. Le roi lui dit, d'un ton modéré, que ses collègues le laissaient toujours seul, que la porte restant ouverte, il ne pourrait échapper à ses regards, mais que la pièce était trop petite pour y rester à deux. James insista d'une manière dure et grossière. Le roi fut forcé de céder. Il renonça pour ce jour-là à sa lecture et rentra dans sa chambre où ce municipal continua de l'obséder par la plus tyrannique surveillance. Un jour, à son lever, le roi, prenant le commissaire de garde pour celui de la veille et lui témoignant avec intérêt qu'il était fâché qu'on eût oublié de le relever, ce municipal ne répondit à ce mouvement de sensibilité du roi que par des injures. « Je viens ici, dit-il, pour examiner votre conduite, et non pour que vous vous occupiez de la mienne. » Et s'avançant près de Sa Majesté, le chapeau sur la tête, « Personne, et vous moins qu'un autre, n'a le droit de s'en mêler. » Il fut insolent le reste de la journée. J'ai su depuis qu'il s'appelait Meunier. Un autre commissaire, nommé Leclerc, médecin de profession, se trouva dans la chambre de la reine au moment où je donnais une leçon d'écriture au jeune prince. Il affecta d'interrompre ce travail pour disserter sur l'éducation républicaine qu'il fallait donner à monsieur le dauphin. Il voulait substituer à ses lectures celles des ouvrages les plus révolutionnaires. Un quatrième était présent à une lecture que la reine faisait à ses enfants. Elle lisait un volume de l'histoire de France, à l'époque où le connétable de Bourbon prit les armes contre la France. Il prétendit que la reine, par cet exemple, voulait inspirer à son fils des sentiments de vengeance contre sa patrie, et il en fit une dénonciation formelle au Conseil. J'en prévins la reine qui, dans la suite, choisit ses lectures de manière qu'on ne pût calomnier ses intentions. Le nommé Simon, cordonnier et officier municipal, était un des 6 commissaires chargés d'inspecter les travaux et les dépenses du temple, mais il était le seul qui, sous le prétexte de bien remplir sa place, ne quittait point la tour. Cet homme ne paraissait jamais devant la famille royale sans affecter la plus basse insolence. Souvent il me disait, assez près du roi pour en être entendu, « Cléry, demande à Capet s'il a besoin de quelque chose, pour que je n'aie pas la peine de remonter une seconde fois. » J'étais forcé de répondre, « Il n'a besoin de rien. » C'est ce même Simon qui, dans la suite, fut placé près du jeune Louis et qui, par une barbarie calculée, rendit cet intéressant enfant si malheureux. Il y a lieu de croire qu'il fut l'instrument de ceux qui abrégèrent ses jours. Pour apprendre à calculer à ce jeune prince, j'avais fait une table de multiplication, d'après les ordres de la reine. Un municipal prétendit qu'elle montrait à son fils à parler en chiffres, et il fallut renoncer aux leçons d'arithmétique. La même chose arriva pour des tapisseries auxquelles la reine et les princesses travaillaient dans les premiers jours de leur détention. Quelques dossiers de chaises étant finis, la reine m'ordonna de les envoyer à madame la duchesse de Sérent. Les municipaux, à qui j'en demandais la permission, crurent que les dessins représentaient des hiéroglyphes destinés à correspondre avec le dehors. En conséquence, ils prirent un arrêté par lequel il fut défendu de laisser sortir de la tour les ouvrages des princesses.
Quelques-uns des commissaires ne parlaient jamais du roi, du jeune prince et des princesses, sans joindre à leur nom les épithètes les plus injurieuses. Un municipal nommé Turlot dit un jour devant moi: « Si le bourreau ne guillotinait pas cette satanée famille, je la guillotinerais moi-même. » Le roi et sa famille, en sortant pour la promenade, devaient passer devant un grand nombre de sentinelles, dont plusieurs, même à cette époque, étaient placés dans l'intérieur de la petite tour. Les factionnaires présentaient les armes aux municipaux et aux chefs de légion, mais quand le roi arrivait près d'eux, ils posaient l'arme au pied ou la renversaient avec affectation. Un de ces factionnaires de l'intérieur écrivit un jour sur la porte de la chambre du roi, et en dedans: « La guillotine est permanente et attend le tyran Louis XVI. » Le roi lut ces paroles. Je fis un mouvement pour les effacer, mais Sa Majesté s'y opposa. Un des portiers de la tour, nommé Rocher, d'une horrible figure, vêtue en sapeur, avec de longues moustaches, un bonnet de poils noirs sur la tête, un large sabre et une ceinture à laquelle pendait un trousseau de grosses clés, se présentait à la porte lorsque le roi voulait sortir. Il ne l'ouvrait qu'au moment où Sa Majesté était près de lui, et sous prétexte de choisir dans ce grand nombre de clés qu'il agitait avec un bruit épouvantable, il faisait attendre avec affectation la famille royale et tirait les verrous avec fracas. Il descendait ensuite précipitamment, se plaçait à côté de la dernière porte, une longue pipe à la bouche, et à chaque personne de la famille royale qui sortait, il soufflait de la fumée de tabac, surtout devant les princesses. Quelques gardes nationaux, qui s'amusaient de ses insolences, se rassemblaient près de lui, riaient aux éclats à chaque bouffée de fumée et se permettaient les propos les plus grossiers. Quelques-uns même, pour jouir plus à leur aise de ce spectacle, apportaient des chaises du corps de garde, s'y tenaient assis et obstruaient le passage déjà fort étroit. Pendant la promenade, les canonniers se rassemblaient pour danser et chantaient des chansons toujours révolutionnaires, quelquefois obscènes. Lorsque la famille royale remontait dans la tour, elle essuyait les mêmes injures. Souvent, on couvrait les murs des apostrophes les plus indécentes, écrites en assez gros caractères pour ne pas échapper à ses regards. On y lisait « Madame Veto la dansera. Nous saurons mettre le gros cochon au régime. À bas le cordon rouge. Il faut étrangler les petits louveteaux, etc. » On crayonnait tantôt une potence où était suspendue une figure, sous les pieds de laquelle était écrit « Louis prenant un bain d'air », tantôt une guillotine, avec ces mots « Louis crachant dans le sac », etc. On changeait ainsi en supplice cette courte promenade que l'on accordait à la famille royale. Le roi et la reine auraient pu s'y dérober en restant dans la tour, mais leurs enfants, objets de leur sensibilité, avaient besoin de prendre l'air. C'était pour eux que leur majesté supportait chaque jour sans se plaindre ces milliers d'outrages. Quelques témoignages, cependant, de fidélité ou d'attendrissement vinrent quelquefois adoucir l'horreur de ces persécutions, et furent d'autant plus remarqués qu'ils étaient plus rares. Un factionnaire montait la garde à la porte de la chambre de la reine. C'était un habitant des faubourgs, vêtu avec propreté, quoiqu'en habit de paysan. J'étais seul dans la première chambre, occupé à lire. Il me considérait avec attention et paraissait très ému. Je passai devant lui. Il me présenta les armes et me dit d'une voix tremblante « Vous ne pouvez pas sortir. »« Pourquoi ? Ma consigne m'ordonne d'avoir les yeux sur vous. »« Vous vous trompez, lui dis-je. »« Quoi ? Monsieur, vous n'êtes pas le roi ? Vous ne le connaissez donc pas ? » ?»« Jamais je ne l'ai vu, monsieur, et je voudrais bien le voir ailleurs qu'ici. » »« Parlez bas. Je vais entrer dans cette chambre. J'en laisserai la porte à demi ouverte, et vous verrez le roi. Il est assis près de la croisée, un livre à la main. » Je fis part à la reine du désir de ce factionnaire, et le roi, qu'elle en instruisit, eut la bonté de se promener d'une chambre à l'autre pour passer devant lui. Je m'approchai de nouveau de ce factionnaire. « Ah, monsieur, me dit-il, que le roi est bon, comme il aime ses enfants. » Il était si attendri qu'à peine il pouvait parler. « Non, continua-t-il en se frappant la poitrine, je ne peux croire qu'il nous ait fait tant de mal. » Je craignis que son extrême agitation ne le compromît, et je le quittai.
Un autre factionnaire, placé au bout de l'allée qui servait de promenade, encore fort jeune et d'une figure intéressante, exprimait par ses regards le désir de donner quelques renseignements à la famille royale. Madame Élisabeth, dans un second tour de promenade, s'en approcha pour voir s'il lui parlerait. Soit crainte, soit respect, il n'osa point, mais quelques larmes roulèrent dans ses yeux, et il fit un signe pour indiquer qu'il avait déposé près de lui un papier dans les décombres. Je me mis à le chercher, en feignant de choisir des palais pour le jeune prince. Mais les officiers municipaux me firent retirer et me défendirent d'approcher désormais des sentinelles. J'ai toujours ignoré les intentions de ce jeune homme. Cette heure de la promenade offrait encore à la famille royale un genre de spectacle qui déchirait souvent sa sensibilité. Un grand nombre de sujets fidèles profitaient chaque jour de ce court instant pour voir leur reine et leur roi, en se plaçant aux fenêtres des maisons situées autour du jardin du temple, et il était impossible de se tromper sur leurs sentiments et sur leurs vœux. Je crus une fois reconnaître madame la marquise de Tourzel, et j'en jugeai surtout par son extrême attention à suivre des yeux tous les mouvements du jeune prince, lorsqu'il s'écartait de ses augustes parents. Je fis part de cette observation à madame Élisabeth. Au nom de madame de Tourzel, cette princesse, qui la croyait une des victimes du 2 septembre, ne put retenir ses larmes. « Quoi, dit-elle, elle vivrait encore. » Le lendemain, je trouvai moyen de prendre des renseignements. Madame la marquise de Tourzel était dans une de ses terres. J'appris aussi que madame la princesse de Tarente et madame la marquise de la Roche-Aymon, qui, le 10 août, au moment de l'attaque, s'étaient trouvées dans le château des Tuileries, avaient échappé aux assassins. La sûreté de ces personnes, dont le dévouement s'était manifesté en tant d'occasion, donna quelques instants de consolation à la famille royale. Mais elle apprit bientôt l'affreuse nouvelle que les prisonniers de la haute cour d'Orléans avaient été massacrés, le 9 septembre, à Versailles. Le roi fut accablé de douleur de la fin malheureuse de M. le duc de Brissac, qui ne l'avait pas quitté un seul jour depuis le commencement de la Révolution. Sa Majesté regretta beaucoup aussi M. de Lessart et les autres intéressantes victimes de leur attachement à sa personne et à leur patrie. Le 21 septembre, à 4 heures du soir, le nommé Lubin, municipal, vint, entouré de gendarmes à cheval et d'une nombreuse populace, faire une proclamation devant la tour. Les trompettes sonnèrent, et il se fit un grand silence. Ce Lubin avait une voix de stentor. La famille royale put entendre distinctement la proclamation de l'abolition de la royauté et de l'établissement d'une république. Hébert, si connu sous le nom de père Duchesne, et d'Estournel, depuis ministre des contributions publiques, se trouvaient de garde auprès de la famille royale. Ils étaient assis dans ce moment près de la porte et fixaient le roi avec un sourire perfide. Ce prince s'en aperçut. Il tenait un livre à la main et continua de lire. Aucune altération ne parut sur son visage. La reine montra la même fermeté. Pas un mot, pas un mouvement qui puisse accroître la jouissance de ces deux hommes. La proclamation finie, les trompettes sonnèrent de nouveau. Je me mis à une fenêtre. Aussitôt, les regards du peuple se tournèrent vers moi. On me prit pour Louis XVI. Je fus accablé d'injures. Les gendarmes me firent des signes menaçants avec leurs sabres, et je fus obligé de me retirer pour faire cesser le tumulte. Le même soir, je fis part au roi du besoin qu'avait son fils de rideaux et de couvertures pour son lit, le froid commençant à se faire sentir. Le roi me dit d'en écrire la demande et la signa. Je m'étais servi des mêmes expressions que j'avais employées jusqu'alors. Le roi demande pour son fils, etc. Vous êtes bien osé, me dit d'Estournel, de vous servir d'un titre aboli par la volonté du peuple, comme vous venez de l'entendre. Je lui observai que j'avais entendu une proclamation, mais que je n'en savais pas l'objet. C'est, me dit-il, l'abolition de la royauté, et vous pouvez dire à monsieur, en me montrant le roi, de cesser de prendre un titre que le peuple ne reconnaît plus. Je ne puis, lui répondis-je, changer ce billet qui est déjà signé. Le roi m'en demanderait la cause, et ce n'est pas à moi de la lui apprendre. Vous ferez ce que vous voudrez,
me répliqua-t-il, mais je ne certifierai pas votre demande. Le lendemain, Madame Élisabeth m'ordonna d'écrire à l'avenir pour ces sortes d'objets de la manière suivante. Il est nécessaire pour le service de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Louis-Charles, de Marie-Thérèse, de Marie-Élisabeth, etc. Jusqu'alors, j'avais été forcé de répéter souvent ces demandes. Le peu de linge qu'avaient le roi et la reine leur avait été prêté par des personnes de la cour pendant le temps qu'ils étaient restés au Feuillant. On n'avait pu s'en procurer du château des Tuileries où, dans la journée du 10 août, tout avait été livré au pillage. La famille royale manquait surtout de vêtements. Les princesses les raccommodèrent chaque jour, et souvent Madame Élisabeth, pour recoudre ceux du roi, était obligée d'attendre qu'il fût couché. J'obtins cependant, après beaucoup d'instances, qu'on fît un peu de linge neuf. Mais les ouvrières l'ayant marqué de lettres couronnées, les municipaux exigèrent que les princesses ôtassent les couronnes. Il fallut obéir. Le 26 septembre, j'appris, par un municipal, qu'on se proposait de séparer le roi de sa famille et que l'appartement qu'on lui destinait dans la grande tour serait bientôt prêt. Ce ne fut pas sans beaucoup de précautions que j'annonçai au roi cette nouvelle tyrannie. Je lui témoignai combien il m'en avait coûté pour l'affliger. « Vous ne pouvez me donner une plus grande preuve d'attachement, me dit Sa Majesté. J'exige de votre zèle de ne me rien cacher, je m'attends à tout. Tâchez de savoir le jour de cette pénible séparation et de m'en instruire. » Le 29 septembre, à 10 heures du matin, 5 ou 6 municipaux entrèrent dans la chambre de la reine où était la famille royale. L'un d'eux, nommé Charbonnier, fit lecture au roi d'un arrêté du Conseil de la Commune qui ordonnait d'enlever papier, encre, plumes, crayons et même les papiers écrits tant sur la personne des détenus que dans leurs chambres, ainsi qu'aux valets de chambre et autres personnes du service de la tour. Et lorsque vous aurez besoin de quelque chose, ajouta-t-il, Cléry descendra et écrira vos demandes sur un registre qui restera dans la salle du conseil. Le roi et sa famille, sans faire la moindre observation, se fouillèrent, donnèrent leurs papiers, crayons, nécessaires de poche, etc. Les commissaires visitèrent ensuite les chambres, les armoires, et emportèrent les objets désignés par l'arrêté. Je sus alors par un municipal de la députation que le soir même, le roi serait transféré dans la grande tour. Je trouvai le moyen d'en faire avertir Sa Majesté par Madame Élisabeth. En effet, après le souper, comme le roi quittait la chambre de la reine pour remonter dans la sienne, un municipal lui dit d'attendre, le conseil ayant quelque chose à lui communiquer. Un quart d'heure après, les 6 municipaux, qui le matin avaient enlevé les papiers, entrèrent et firent lecture au roi d'un second arrêté de la commune, qui ordonnait sa translation dans la grande tour. Quoique instruit de cet événement, le roi en fut de nouveau très vivement affecté. Sa famille, désolée, cherchait à lire dans les yeux des commissaires jusqu'où devait s'étendre leur projet. Ce fut en la laissant dans les plus vives alarmes que le roi monta dans sa nouvelle prison. Ce moment fut un des plus cruels que leurs majestés eussent encore passé au temple. Je suivis le roi dans sa nouvelle prison. L'appartement du roi dans la grande tour n'était point achevé. Il n'y avait qu'un seul lit et aucun meuble. Les peintres et les colleurs y travaillaient encore, ce qui causait une odeur insupportable, et je craignis que Sa Majesté n'en fût incommodée. On me destinait pour logement une chambre très éloignée de celle du roi. J'insistais fortement pour en être rapproché. Je passai la première nuit sur une chaise auprès de Sa Majesté. Le lendemain, le roi n'obtint qu'avec beaucoup de difficulté qu'on me donnât une chambre à côté de la sienne. Après le lever de Sa Majesté, je voulus me rendre dans la petite tour pour habiller le jeune prince. Les municipaux s'y refusèrent. L'un d'eux, nommé Véron, me dit « Vous n'aurez plus de communication avec les prisonnières, votre maître non plus. Il ne doit pas même revoir ses enfants. » À 9 heures, le roi demanda qu'on le conduisît vers sa famille. « Nous n'avons point d'ordre pour cela, » dirent les commissaires. Sa Majesté leur fit quelques observations, ils ne répondirent pas. Une demi-heure après, 2 municipaux entrèrent,
suivi d'un garçon servant qui apportait au roi un morceau de pain et une carafe de limonade pour son déjeuner. Le roi leur témoigna le désir de dîner avec sa famille. Ils répondirent qu'ils prendraient les ordres de la commune. « Mais, ajouta le roi, mon valet de chambre peut descendre, c'est lui qui a soin de mon fils, et rien n'empêche qu'il ne continue de le servir. » « Cela ne dépend pas de nous, dirent les commissaires, et ils se retirèrent. J'étais alors dans un coin de la chambre accablé de douleur et livré aux réflexions les plus déchirantes sur le sort de cette auguste famille. D'un côté, je voyais les souffrances de mon maître, de l'autre, je me représentais le jeune prince abandonné peut-être à d'autres mains. On avait déjà parlé de le séparer de leur majesté. Et quelle nouvelle souffrance cet enlèvement ne causerait-il pas à la reine? J'étais occupé de ces affligeantes idées lorsque le roi vint à moi, tenant à la main le pain qu'on lui avait apporté. Il m'en présenta la moitié et me dit « Il paraît qu'on a oublié votre déjeuner. Prenez ceci, j'ai assez du reste. » Je refusai, mais il insista. Je ne pus retenir mes larmes, et le roi s'en aperçut et laissa couler les siennes. À 10 heures, d'autres municipaux amenèrent les ouvriers pour continuer les travaux de l'appartement. Un de ces municipaux dit au roi qu'il venait d'assister au déjeuner de sa famille et qu'elle était en bonne santé. « Je vous remercie, » répondit le roi. « Je vous prie de lui donner de mes nouvelles et de lui dire que je me porte bien. »« Ne pourrais-je pas, » ajouta-t-il, « avoir quelques livres que j'ai laissés dans la chambre de la reine ? Vous me feriez plaisir de me les envoyer, car je n'ai rien à lire. » Sa Majesté indiqua les livres qu'elle désirait. Ce municipal consentit à la demande du roi, mais ne sachant pas lire, il me proposa de l'accompagner. Je me félicitai de l'ignorance de cet homme et je bénis la providence de m'avoir ménagé ce moment de consolation. Le roi me chargea de quelques ordres, ses yeux me dirent le reste. Je trouvai la reine dans sa chambre, entourée de ses enfants et de madame Élisabeth. Ils pleuraient tous, et leur douleur augmenta à ma vue. Ils me firent 1000 questions sur le roi, auxquelles je ne pus répondre qu'avec réserve. La reine, s'adressant aux municipaux qui m'avaient accompagné, renouvela vivement la demande d'être avec le roi, au moins pendant quelques instants du jour et à l'heure des repas. Ce n'étaient plus des plaintes ni des larmes, c'étaient des cris de douleur. « Eh bien, ils dîneront ensemble aujourd'hui, » dit un officier municipal, « mais comme notre conduite est subordonnée aux arrêtés de la commune, nous ferons demain ce qu'elle prescrira. » Ses collègues y consentirent. À la seule idée de se retrouver encore avec le roi, un sentiment qui tenait presque de la joie vint soulager cette malheureuse famille. La reine, tenant ses enfants dans ses bras, et madame Élisabeth, les mains élevées vers le ciel, remerciaient Dieu de ce bonheur inattendu et offraient le spectacle le plus touchant. Quelques municipaux ne purent retenir leurs larmes. Ce sont les seuls que je leur ai vus répandre dans cet affreux séjour. L'un d'eux, le cordonnier Simon, dit assez haut « Je crois que ces buts de femmes me feraient de pleurer », et s'adressant ensuite à la reine, « Lorsque vous assassiniez le peuple le 10 août, vous ne pleuriez point. » « Le peuple est bien trompé sur nos sentiments, » répondit la reine. Je pris ensuite les livres que le roi m'avait demandés et les lui portai. Les municipaux entrèrent avec moi pour annoncer à Sa Majesté qu'elle verrait sa famille. Je dis à ses commissaires que je pouvais sans doute continuer de servir le jeune prince et les princesses. Ils y consentirent. J'eus ainsi l'occasion d'apprendre à la reine ce qui s'était passé et tout ce qu'avait souffert le roi depuis qu'il l'avait quitté. On servit le dîner chez le roi, où sa famille se rendit, et par les sentiments qu'elle fit éclater, on put juger des craintes qui l'avaient agité. On n'entendit plus parler de l'arrêté de la commune, et la famille royale continua de se réunir aux heures des repas ainsi qu'à la promenade. Après le dîner, on fit voir à la reine l'appartement qu'on lui préparait au-dessus de celui du roi. Elle sollicita les ouvriers d'achever promptement, mais ils n'eurent fini qu'au bout de 3 semaines. Dans cet intervalle, je continuai mon service, tant auprès de leur majesté qu'auprès du jeune prince et des princesses. Leurs occupations furent à peu près les mêmes. Les soins que le roi donnait à l'éducation de son fils n'éprouvèrent aucune interruption,
Mais ce séjour de la famille royale dans 2 tours séparées, en rendant la surveillance des municipaux plus difficile, la rendait aussi plus inquiète. Le nombre de commissaires était augmenté, et leur défiance me laissait bien peu de moyens pour être instruit de ce qui se passait au dehors. Voici ceux dont je fis usage. Sous le prétexte de me faire apporter du linge et d'autres objets nécessaires, j'obtins la permission que ma femme vînt au temple 1 fois la semaine. Elle était toujours accompagnée d'une dame de ses amies, qui passait pour une de ses parentes. Personne n'approuvait plus d'attachement que cette dame à la famille royale, par les démarches qu'elle a faites et les risques qu'elle a courus en plusieurs occasions. À leur arrivée, on me faisait descendre dans la chambre du conseil, mais je ne pouvais leur parler qu'en présence des municipaux. Nous étions observés de près, et les premières visites ne remplirent pas mon but. Je leur fis alors comprendre de ne venir qu'à 1 heure de l'après-midi. C'était le moment de la promenade, pendant laquelle la plupart des officiers municipaux suivaient la famille royale. Il n'en restait qu'un dans la chambre du conseil, et lorsque c'était un homme honnête, il nous laissait un peu plus de liberté, sans cependant nous perdre de vue. Ayant ainsi la facilité de parler sans être entendu, je leur demandais des nouvelles des personnes à qui la famille royale prenait intérêt, et je m'informais de ce qui se passait à la Convention. C'était ma femme qui avait engagé le crieur dont j'ai déjà parlé, à venir chaque jour se placer près des murs du temple, et à crier à plusieurs reprises le précis des journaux. Je joignais à ces notions ce que je pouvais apprendre de quelques municipaux, et surtout d'un serviteur très fidèle nommé Turgi, garçon servant de la bouche du roi, et qui, par attachement pour sa majesté, avait trouvé le moyen de se faire employer au temple avec 2 de ses camarades, marchands et chrétiens. Ils apportaient dans la tour les repas de la famille royale, préparés dans une cuisine assez éloignée. Ils étaient en outre chargés des commissions d'approvisionnement, et Turgi, qui partageait avec eux cet emploi, sortant du temple à son tour, 2 ou 3 fois la semaine, pouvait s'informer de ce qui se passait. La difficulté était de m'instruire de ce qu'il avait appris. On lui avait défendu de me parler, à moins que ce ne fût pour le service de la famille royale, mais toujours en présence des municipaux. Lorsqu'il voulait me dire quelque chose, il me faisait un signe convenu, et je cherchais à l'entretenir sous différents prétextes. Tantôt je le priais de me coiffer. Madame Élisabeth, qui connaissait mes relations avec Turgi, causait alors avec les municipaux. J'avais ainsi le temps nécessaire pour nos conversations. Tantôt, je lui donnais l'occasion d'entrer dans ma chambre. Il saisissait ce moment pour placer sous mon lit les journaux, mémoires et autres imprimés qu'il avait à me remettre. Lorsque le roi ou la reine désirait quelques éclaircissements du dehors, et que le jour où ma femme devait venir était éloigné, j'en chargeais encore Turgi. Si ce n'était pas son jour de sortie, je feignais d'avoir besoin de quelque objet pour le service de la famille royale. « Ce sera pour un autre jour, » me disait-il. « Eh bien, » lui répondais-je d'un air indifférent, « le roi attendra. » Je voulais, en parlant ainsi, engager les municipaux à lui donner l'ordre de sortir. Souvent, il le recevait, et le même soir ou le lendemain matin, il me donnait les détails que je désirais. Nous étions convenus de cette manière de nous entendre, mais il fallait prendre garde de ne pas employer une seconde fois les mêmes moyens devant les mêmes commissaires. De nouveaux obstacles se présentaient pour rendre compte au roi de ce que j'avais appris. Le soir, je ne pouvais parler à Sa Majesté qu'au moment où l'on relevait les municipaux et à son coucher. Quelquefois, je pouvais lui dire un mot le matin, quand ses gardiens n'étaient pas encore en état de paraître à son lever. J'affectais de ne pas vouloir entrer sans eux, mais en leur faisant sentir que Sa Majesté m'attendait. Me permettait-il d'entrer, je tirais aussitôt les rideaux du lit du roi, et pendant que je le chaussais, je lui parlais sans être vu ni entendu. Le plus souvent, mes espérances étaient trompées, et les municipaux me forçaient d'attendre la fin de leur toilette pour m'accompagner chez Sa Majesté. Plusieurs d'entre eux me traitaient même avec dureté. Les uns m'ordonnaient le matin d'enlever leur lit de sangle, et le soir me forçaient de les replacer. Les autres me tenaient sans cesse des propos insultants. Mais cette conduite me fournissait de nouveaux moyens d'être utile à leur majesté. N'opposant aux commissaires que de la douceur et de la complaisance, je les captivais presque malgré eux.
Je leur inspirais de la confiance sans qu'ils s'en aperçussent, et je parvenais souvent à savoir d'eux-mêmes ce que je voulais apprendre. Tel était le plan que je suivais avec soin depuis mon entrée au temple, lorsqu'un événement aussi bizarre qu'inattendu me fit craindre d'être séparé pour toujours de la famille royale. Un soir, vers 6 heures, le 5 octobre, après avoir accompagné la reine dans son appartement, je remontai chez le roi avec 2 officiers municipaux, lorsque la sentinelle placée à la porte du grand corps de garde m'arrêta par le bras et, me nommant par mon nom, me demanda comment je me portais et dit, avec un air de mystère, qu'elle voudrait bien m'entretenir. « Monsieur, lui répondis-je, parlez haut. Il ne m'est pas permis de parler bas à personne. »« On m'a assuré, répliqua le factionnaire, qu'on avait mis le roi au cachot depuis quelques jours et que vous étiez avec lui. »« Vous voyez bien le contraire, lui dis-je, et je le quittai. Dans ce moment, un des municipaux marchait devant moi et l'autre me suivait. Le premier s'arrêta et nous entendit. Le lendemain matin, 2 commissaires m'attendaient à la porte de l'appartement de la reine. Ils me conduisirent à la chambre du conseil, et les municipaux qui s'y étaient rassemblés m'interrogèrent. Je rapportai la conversation telle qu'elle avait eu lieu. Celui des municipaux qui nous avait entendus confirma mon récit. L'autre soutint que la sentinelle m'avait remis un papier dont il avait entendu le froissement, et que c'était une lettre pour le roi. Je niai le fait, en invitant les municipaux à me fouiller et à faire des recherches. On dressa procès-verbal de la séance du conseil. Je fus confronté avec le factionnaire et celui-ci fut condamné à 24 heures de prison. Je croyais cette affaire terminée lorsque le 26 octobre, pendant le dîner de la famille royale, un municipal entra, suivi de 6 gendarmes, le sabre à la main, d'un greffier et d'un huissier, tous 2 en costume. Je crus qu'on venait chercher le roi, et je fus saisi de terreur. La famille royale se leva, le roi demanda ce qu'on lui voulait, mais le municipal, sans répondre, m'appela dans une autre chambre, les gendarmes le suivirent, et le greffier m'ayant lu un mandat d'arrêt, on se saisit de moi pour me traduire au tribunal. Je demandai la permission d'en prévenir le roi. On me répondit que dès ce moment, il ne m'était plus permis de lui parler. « Prenez seulement une chemise, » ajouta le municipal, « cela ne sera pas long. » Je crus l'entendre et n'emportai que mon chapeau. Je passai à côté du roi et de sa famille, qui étaient debout et consternés de la manière dont on m'enlevait. La populace rassemblée dans la cour du temple m'accabla d'injures en demandant ma tête. Un officier de la garde nationale dit qu'il était nécessaire de me conserver la vie jusqu'à ce que j'eusse révélé les secrets dont j'étais seul dépositaire, et les mêmes vociférations se firent entendre pendant ma route. Je fus à peine arrivé au palais de justice qu'on me mit au secret. J'y restai 6 heures, occupé, mais en vain, à découvrir quels pouvaient être les motifs de mon arrestation. Je me rappelais seulement que, dans la matinée du 10 août, pendant l'attaque du château des Tuileries, quelques personnes qui s'y trouvaient enfermées et qui cherchaient à en sortir m'avaient prié de cacher dans une commode qui m'appartenait plusieurs effets précieux, et même des papiers qui auraient pu les faire reconnaître. Je crus que ces papiers avaient été saisis et que peut-être ils allaient causer ma perte. À 8 heures, je parus devant des juges qui m'étaient inconnus. C'était un tribunal révolutionnaire établi le 17 août pour faire un choix entre ceux qui avaient échappé à la fureur du peuple et les mettre à mort. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus sur le fauteuil des accusés ce même jeune homme soupçonné de m'avoir remis une lettre 3 semaines auparavant, et lorsque je reconnus dans mon accusateur cet officier municipal qui m'avait dénoncé au conseil du Temple. On m'interrogea. Des témoins furent entendus. Le municipal renouvela son accusation. Je lui répliquai qu'il n'était pas digne d'être magistrat du peuple, que, puisqu'il avait entendu le froissement d'un papier et cru voir qu'on me remettait une lettre, il aurait dû me fouiller sur le champ, au lieu d'attendre 18 heures pour me dénoncer au conseil du Temple. Après les débats, les jurés passèrent aux opinions, et sur leurs déclarations, nous fûmes acquittés. Le président chargea 4 municipaux présents à mon jugement de me reconduire au Temple. Il était minuit. J'arrivai au moment où le roi venait de se coucher, et il me fut permis de lui annoncer mon retour. La famille royale avait pris le plus vif intérêt à mon sort, et me croyait déjà condamné.
Ce fut à cette époque que la reine vint habiter l'appartement qu'on lui avait préparé dans la grande tour. Mais ce jour-là même, si vivement désiré, et qui semblait promettre à leur majesté quelque consolation, fut marqué de la part des officiers municipaux par un nouveau trait d'animosité contre la reine. Depuis son entrée au temple, il la voyait consacrer son existence aux soins de son fils et trouver quelque adoucissement à ses maux dans sa reconnaissance et dans ses caresses. Ils l'en séparèrent sans l'en prévenir. Sa douleur fut extrême. Le jeune prince ayant été remis au roi, je fus chargé de son service. Avec quel attendrissement la reine ne me recommanda-t-elle point de veiller sur les jours de son fils. Les événements dont j'aurai désormais à parler s'étant passés dans un local différent de celui dont j'ai donné la description, je crois devoir faire connaître la nouvelle habitation de leur majesté. La grande tour, d'environ 150 pieds de hauteur, forme 4 étages qui sont voûtés et soutenus au milieu par un gros pilier depuis le bas jusqu'à la flèche. L'intérieur est d'environ 30 pieds en carré. Le second et le troisième étage, destinés à la famille royale, étant, comme les autres, d'une seule pièce, furent divisés en 4 chambres par des cloisons de planches. Le rez-de-chaussée était à l'usage des municipaux. Le premier étage servait de corps de garde. Le roi fut logé au second. La première pièce de son appartement était une antichambre où 3 portes différentes conduisaient séparément aux 3 autres pièces. En face de la porte d'entrée était la chambre du roi, dans laquelle on plaça un lit pour monsieur le dauphin. La mienne se trouvait à gauche, ainsi que la salle à manger, qui était séparée de l'antichambre par une cloison en vitrage. Il y avait une cheminée dans la chambre du roi. Un grand poêle placé dans l'antichambre chauffait les autres pièces. Chacune de ces chambres était éclairée par une croisée, mais on avait mis en dehors de gros barreaux de fer et des abat-jours qui empêchaient l'air de circuler. Les embrasures des fenêtres avaient 9 pieds de profondeur. La grande tour communiquait par chaque étage à 4 tourelles placées sur les angles. Dans une de ces tourelles était l'escalier qui allait jusqu'au créneau. On y avait placé des guichets de distance en distance au nombre de 7. De cet escalier, on entrait dans chaque étage en franchissant 2 portes. La première était en bois de chêne fort épais et garnie de clous, la seconde en fer. Une autre tourelle donnait dans la chambre du roi et y formait un cabinet. On avait ménagé une garde-robe dans la troisième. La quatrième renfermait le bois de chauffage. On y déposait aussi pendant le jour les lits de sangle, sur lesquels les municipaux de garde auprès de Sa Majesté passaient la nuit. Les 4 pièces de l'appartement du roi avaient un faux plafond en toile. Les cloisons étaient recouvertes d'un papier peint. Celui de l'antichambre représentait l'intérieur d'une prison, et sur un des panneaux, on avait affiché en très gros caractères la Déclaration des droits de l'homme, encadrée dans une bordure aux 3 couleurs. Une commode, un petit bureau, 4 chaises garnies, un fauteuil, quelques chaises de paille, une table, une glace sur la cheminée et un lit de damas vert composaient tout l'ameublement. Ces meubles, ainsi que ceux des autres pièces, avaient été pris au palais du Temple. Le lit du roi était celui qui servait au capitaine des gardes de Monseigneur, le comte d'Artois. La reine logeait au 3e étage. La distribution en était à peu près la même que celle de l'appartement du roi. La chambre à coucher de la reine et de Madame Royale était au-dessus de celle du roi. La tourelle leur servait de cabinet. Madame Élisabeth occupait la chambre au-dessus de la mienne. La pièce d'entrée servait d'antichambre. Les municipaux s'y tenaient le jour et y passaient la nuit. Tison et sa femme furent logés au-dessus de la salle à manger de l'appartement du roi. Le 4e étage n'était point occupé. Une galerie régnait dans l'intérieur des créneaux et servait quelquefois de promenade. On avait placé des jalousies entre les créneaux pour empêcher la famille royale de voir et d'être vue. Depuis cette réunion de leur majesté dans la grande tour, il y eut peu de changements dans les heures des repas, des lectures et des promenades, ainsi que dans les moments que le roi et la reine avaient jusque-là consacrés à l'éducation de leurs enfants. Après son lever, le roi lisait l'office des chevaliers du Saint-Esprit, et comme on avait refusé de laisser dire la messe au temple, même les jours de fête, il m'ordonna de lui acheter un bréviaire à l'usage du diocèse de Paris. Ce prince était véritablement religieux,
mais sa religion, pure et éclairée, ne l'avait jamais détourné de ses autres devoirs. Des livres de voyage, les œuvres de Montesquieu, celles du comte de Buffon, le spectacle de la nature de Pluche, l'histoire d'Angleterre de Hume en anglais, l'imitation de Jésus-Christ en latin et le Tasse en italien, ainsi que nos différents théâtres, étaient, depuis son entrée au Temple, sa lecture habituelle. Il consacrait 4 heures de la journée à celle des auteurs latins. Madame Élisabeth et la reine, ayant désiré des livres de piété semblables à ceux du roi, Sa Majesté m'ordonna de les faire acheter. Combien de fois n'ai-je pas vu Madame Élisabeth à genoux près de son lit, priant avec ferveur. À 9 heures, on venait chercher le roi et son fils pour le déjeuner. Je les accompagnais. J'arrangeais ensuite les cheveux des 3 princesses et, par les ordres de la reine, j'apprenais à coiffer Madame royale. Pendant ce temps, le roi jouait aux dames ou aux échecs, tantôt avec la reine, tantôt avec Madame Élisabeth. Après le dîner, le jeune prince et sa sœur jouaient dans l'antichambre, au volant, au siam ou à d'autres jeux. Madame Élisabeth était toujours présente, assise près d'une table, un livre à la main. Je restais dans cette pièce et quelquefois je lisais. Je m'asseyais alors pour obéir aux ordres de cette princesse. La famille royale, ainsi dispersée, inquiétait souvent les 2 municipaux de garde, qui, ne voulant pas laisser le roi et la reine seuls, voulaient encore moins se séparer, tant ils se méfiaient l'un de l'autre. C'était ce moment que saisissait Madame Élisabeth pour me faire des questions ou me donner ses ordres. Je l'écoutais et lui répondais sans détourner les yeux du livre que je tenais à la main pour ne pas être surpris par les municipaux. Monsieur le Dauphin et Madame Royale, d'accord avec leur tante, facilitaient ces conversations par leurs jeux bruyants et souvent l'avertissaient par quelques signes de l'entrée des municipaux dans cette pièce. Je devais surtout me méfier de Tison, suspect même au commissaire qui l'avait dénoncé plusieurs fois. C'était en vain que le roi et la reine le traitaient avec bonté. Rien ne pouvait vaincre sa méchanceté naturelle. Le soir, à l'heure du coucher, les municipaux plaçaient leurs lits dans l'antichambre de manière à barrer la pièce que Sa Majesté occupait. Ils fermaient encore une des portes de ma chambre par laquelle j'aurais pu entrer dans celle du roi et emportèrent la clé. Il me fallait donc passer par l'antichambre lorsque Sa Majesté m'appelait pendant la nuit, essuyer la mauvaise humeur des commissaires et attendre qu'ils voulussent bien se lever. Le 7 octobre, à 6 heures du soir, on me fit descendre à la salle du conseil où je trouvais une vingtaine de municipaux assemblés, présidés par Manuel qui, de procureur de la commune, était devenu membre de la Convention nationale. Sa présence me surprit et me donna des inquiétudes. On me prescrivit d'ôter au roi, dès le soir même, les ordres dont il était encore décoré, tels que ceux de Saint-Louis et de la Toison d'Or. Sa Majesté ne portait plus l'ordre du Saint-Esprit, qui avait été supprimé par la première assemblée. Je représentais que je ne pouvais obéir et que ce n'était point à moi de faire connaître au roi les arrêtés du Conseil. Je fis cette réponse pour avoir le temps d'en prévenir Sa Majesté, et je m'aperçus d'ailleurs, à l'embarras des municipaux, qu'ils agissaient dans ce moment sans y être autorisés par aucun arrêté, ni de la Convention, ni de la Commune. Les commissaires refusèrent de monter chez le roi. Manuel les y décida en offrant de les accompagner. Le roi était assis et occupé à lire. Ce fut Manuel qui lui adressa la parole, et la conversation qui suivit fut aussi remarquable par la familiarité indécente de Manuel que par le calme et la modération du roi. « Comment vous trouvez-vous » lui dit Manuel. « Avez-vous ce qui vous est nécessaire ?»« Je me contente de ce que j'ai, » répondit Sa Majesté. « Vous êtes sans doute instruit des victoires de nos armées, de la prise de Spire, de celle de Nice et de la conquête de la Savoie. J'en ai entendu parler, il y a quelques jours, par un de ces messieurs qui lisait le journal du soir. Comment ? N'avez-vous donc pas les journaux qui deviennent si intéressants ? Je n'en reçois aucun. Il faut, messieurs, dit Manuel en s'adressant aux municipaux, donner tous les journaux à monsieur en montrant le roi. Il est bon qu'il soit instruit de nos succès. Puis, s'adressant de nouveau à Sa Majesté, les principes démocratiques se propagent. Vous savez que le peuple a aboli la royauté et adopté le gouvernement républicain. Je l'ai entendu dire,
et je fais des vœux pour que les Français trouvent le bonheur que j'ai toujours voulu leur procurer. Vous savez aussi que l'Assemblée nationale a supprimé tous les ordres de chevalerie. On aurait dû vous dire d'en quitter les décorations. Rentrez dans la classe des autres citoyens, il faut que vous soyez traités de même. Au reste, demandez tout ce qui vous est nécessaire. On s'empressera de vous le procurer. Je vous remercie, dit le roi. Je n'ai besoin de rien. Aussitôt, il reprit sa lecture. Manuel avait cherché à découvrir des regrets ou à provoquer l'impatience. Il ne trouva qu'une grande résignation et une inaltérable sérénité. La députation se retira. L'un des municipaux me dit de le suivre à la chambre du conseil, où l'on m'ordonna de nouveau d'ôter au roi ses décorations. Manuel ajouta « Vous ferez bien d'envoyer à la Convention les croix et les rubans. Je dois aussi vous prévenir, continua-t-il, que la captivité de Louis XVI pourra durer longtemps et que, si votre intention n'était pas de rester ici, vous feriez bien de le dire en ce moment. On a encore le projet, pour rendre la surveillance plus facile, de diminuer le nombre des personnes employées dans la tour. Si vous restez auprès du ci-devant roi, vous serez donc absolument seul, et votre service en deviendra plus pénible. On vous apportera du bois et de l'eau pour une semaine, mais ce sera vous qui nettoierez l'appartement et ferez les autres ouvrages. » Je lui répondis que, déterminé à ne jamais quitter le roi, je me soumettais à tout. On me reconduisit dans la chambre de Sa Majesté qui me dit « Vous avez entendu ces messieurs, vous ôterez ce soir mes ordres de dessus mes habits. » Le lendemain, en habillant le roi, je lui dis que j'avais enfermé les croix et les cordons, quoique Manuel m'eût fait entendre qu'il conviendrait de les envoyer à la Convention. « Vous avez bien fait, » me répondit Sa Majesté. On a répandu le bruit que Manuel était venu au Temple, dans le courant du mois de septembre, pour engager Sa Majesté à écrire au roi de Prusse à l'époque de son entrée en Champagne. Je peux assurer que Manuel n'a paru dans la tour que 2 fois, pendant le temps que j'y suis resté, le 3 septembre et le 7 octobre, que chaque fois il fut accompagné d'un grand nombre de municipaux, et qu'il ne parla point au roi en particulier. Le 9 octobre, on apporta au roi le journal des débats de la Convention. Mais quelques jours après, un municipal, nommé Michel, parfumeur, fit prendre un arrêté qui interdisait de nouveau l'entrée des papiers publics dans la tour. Il m'appela à la chambre du conseil et me demanda par quel ordre je faisais venir des journaux à mon adresse. Effectivement, sans que j'en fusse informé, on apportait tous les jours 4 journaux avec cette adresse imprimée. Au valet de chambre de Louis XVI, à la tour du Temple. J'ai toujours ignoré, et j'ignore encore, le nom des personnes qui en payaient l'abonnement. Ce Michel voulut me forcer de les lui indiquer. Il me fit écrire aux rédacteurs des journaux pour avoir des éclaircissements, mais leurs réponses, s'ils en firent, ne me furent pas communiquées. Cette défense de laisser entrer les journaux dans la tour avait pourtant des exceptions, quand ces écrits fournissaient l'occasion d'un nouvel outrage. Contenait-il des expressions injurieuses contre le roi ou la reine, des menaces atroces, des calomnies infâmes? Certains municipaux avaient la méchanceté réfléchie de les placer sur la cheminée ou sur la commode de la chambre de Sa Majesté, afin qu'ils tombassent sous sa main. Ce prince lut une fois, dans une de ses feuilles, la réclamation d'un canonnier qui demandait la tête du tyran Louis XVI pour en charger sa pièce et l'envoyer à l'ennemi. Un autre de ces journaux, en parlant de Madame Élisabeth et en voulant détruire l'admiration qu'inspirait au public son dévouement au roi et à la reine, cherchait à détruire ses vertus par les calomnies les plus absurdes. Un troisième disait qu'il fallait étouffer les 2 petits louveteaux qui étaient dans la tour, désignant par là Monsieur le Dauphin et Madame Royale. Le roi n'était affecté de ces articles que par rapport au peuple. Les Français, disait-il, sont bien malheureux de se laisser ainsi tromper. J'avais soin de soustraire ces journaux au regard de Sa Majesté quand j'étais le premier à les apercevoir, mais souvent on les plaçait quand mon service me retenait hors de sa chambre. Ainsi, il est bien peu de ces articles dictés dans le dessein d'outrager la famille royale, soit pour provoquer au régicide, soit pour préparer le peuple à le laisser commettre, qui n'ayant été lus par le roi. Ceux qui connaissent les insolents écrits qui furent publiés dans ce temps-là
peuvent seuls se faire une idée de ce genre inouï de supplice.